Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue à l'écoute du Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par votre serviteur, Alexandre Apreval. Alors, aujourd'hui, nous allons nous extraire un petit peu des affres de l'actualité et de cette campagne présidentielle qui occupe tous les esprits, malgré sa médiocrité. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Mais effectivement, elle n'est pas à la hauteur des enjeux qui attendent la France et des défis que nous avons à relever. Alors, j'ai la joie aujourd'hui de recevoir des intervenants de grande qualité. Antoine Assaf, à ma droite. Bonjour Antoine. Bonjour Alexandre. Qui va nous faire l'honneur de nous donner sa troisième chronique du Proche-Orient compliqué d'ici quelques minutes. Charles Saint-Pro. Bonjour Charles Saint-Pro. Bonjour. Auteur d'un Mohamed V ou la monarchie populaire, donc une biographie de Mohamed V, roi du Maroc, enfin roi de l'indépendance du Maroc en 1955, qui est paru en janvier. Charles Saint-Pro, vous êtes directeur de l'Observatoire des études géopolitiques à Paris, mais vous avez également des antennes, je crois, au Liban et ailleurs. Oui, et puis j'enseigne à Paris-Descartes, et puis à Strasbourg et à Barcelone. Merci beaucoup Antoine Assaf pour cette troisième chronique du Proche-Orient compliqué. Proche-Orient compliqué et de plus en plus proche parce que là, il est chez nous. Et qui nous permet de passer à notre premier sujet, non loin de nous. Il est très proche ce sujet vu que c'est le Maroc, un royaume d'autant plus proche de la France qu'il a été avant de devenir un royaume indépendant avec Mohamed V, qui est l'objet de votre livre, Charles Saint-Pro, qu'il a été sous protectorat français, mais proche également par sa structure, par son histoire. Vous avez sous-titré votre livre Mohamed V ou la monarchie populaire qui est un régime que certains d'entre nous autour de cette table pourraient appeler de leur vœu. Monarchie populaire qui renvoie à une certaine formation politique. Et ce qui m'a le plus intéressant en commençant la lecture de votre livre, malheureusement je n'ai pas pu l'achever, mais Antoine Keller, qui est ici présent avec nous, l'a lu en entier, et donc vous servira non pas de contradicteur, mais d'appui pour aller fouiller un peu plus avant dans votre livre. Donc, monarchie populaire qui fait référence à un régime donc qu'on peut appeler de nos voeux en France, mais également à une formation politique, à une histoire particulière que vous appliquez, vous, au Maroc, notamment en tirant pour le Maroc, de son histoire, des lois politiques naturelles. Est-ce que, Charles Saint-Pro, vous pouvez commencer par nous parler de ces grandes lois, peut-être de ce parallèle intéressant à faire avec la France, et ensuite nous parler un peu de la figure de Mohamed V, qui est quand même le cœur de votre livre, mais j'ai l'impression que vous prenez excuse d'une biographie sur Mohamed V pour nous faire un cours, en fait, de sciences politiques appliquées au Maroc, et que de cette période de l'indépendance, vous tirez en fait un portrait beaucoup plus large de ce pays, de ce vieux royaume qu'est le Maroc. Oui, le Maroc, tout d'abord, il faut le souligner, c'est une très vieille nation. C'est une nation qui a 12 siècles et qui s'est constituée un peu comme la nation française. Le roi Hassan II disait « les rois ont fait le Maroc ». Ça peut rappeler quelque chose à certains. Et c'est vrai que le Maroc s'est constitué dès le 8e, 9e siècle, grâce à une action dynamique de la dynastie des Idrissides, et il s'est développé grâce à l'action des diverses dynasties qui se sont succédées. Et donc nous sommes en présence d'un État-nation, d'une nation historique, d'une civilisation marocaine qui s'est faite grâce à l'action obstinée de ces rois, comme la nation française est tout entière l'œuvre des Capétiens, comme le rappelait Renan. Et ça, c'est l'exception marocaine qu'on a soulignée récemment en comparaison aux événements qui se sont déroulés ou qui continuent à se dérouler dans le monde arabe et qu'on a très bêtement appelé le printemps arabe, d'un slogan qui ne veut strictement rien dire, comme à peu près tous les slogans médiatisés.
cette nation marocaine, elle a donc des bases très profondes. Et le protectorat, qui a coïncidé avec la grande période du colonialisme européen, n'a jamais été qu'une parenthèse, qui n'a jamais empêché que cette nation marocaine continue son existence, mais il a peut-être permis de nouer une relation particulière entre la France et le Maroc, et une relation qui aujourd'hui est encore, et Dieu merci, très forte, parce que en réalité, le Maroc est un des seuls États, un des seuls pays qui soit un ami loyal de la France. Vous savez, on dit toujours qu'un grand pays n'a pas d'amis, alors il peut en avoir quand même quelques-uns, mais des vrais amis, c'est-à-dire ceux qui ne varient jamais, qui considèrent comme une constante une alliance avec un pays ou avec une certaine union avec un pays, sont très rares. Et le Maroc est réellement un ami de la France, et dans le jeu qui se joue aujourd'hui dans cette région du monde, il est appelé à être un partenaire de plus en plus important, parce qu'il est un facteur de stabilité dans cette zone, et il est un facteur de stabilité précisément grâce à sa monarchie. Alors sa monarchie, en fait, vous dites, bon, les lois de la politique, en fait, la politique c'est une science. Elle ne doit rien au vu de l'esprit, aux idéologies, aux utopies, aux inventions de certains qui créent des systèmes soi-disant parfaits et qui conduisent souvent d'ailleurs aux pires catastrophes, car on a pu le souligner, mais il faut le redire, les idéologies sont souvent sanguinaires. On sait à quoi a abouti l'idéologie communiste avec ses 100 millions de morts, mais il y a d'autres idéologies tout aussi totalitaires, tout aussi sanguinaires. Vous parliez de Simone Veil tout à l'heure, la philosophe, bien sûr. N'oublions pas qu'elle a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle « Faut-il supprimer les partis politiques ?» et qui est une critique essentielle de l'idéologie. Car qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les partis politiques tendent naturellement à la passion dans le pire sens du terme, c'est-à-dire à l'idéologie, à dépasser les mesures, et donc ils tendent de facto au totalitarisme. C'est exactement le contraire de la monarchie qui, elle, n'est jamais totalitaire, parce que elle s'appuie sur les fondements d'un pays, elle applique ces lois donc dont on peut parler, et donc elle est en phase avec ce qu'un auteur célèbre a pu appeler le pays réel. Non, c'est le second le livre du pays réel. Voilà. Et donc, si on admet l'idée que la politique c'est quelque chose de sérieux, que c'est une science, que ce n'est pas de la philosophie, que ce n'est pas de l'idéologie, que ce n'est pas de l'utopie, eh bien, il faut rechercher quels sont les principes ou les lois de cette science. Et pour toute grande nation a ses lois spécifiques qui s'expliquent par sa géographie, par sa démographie, par son histoire, par sa culture, par sa religion, etc. Et donc, on peut extraire de tout cela un certain nombre de lois qui sont d'ailleurs pas très différentes pour quand les nations se sont constituées un peu, comme c'est le cas du Maroc et de la France, d'une façon très, très parallèle ou d'une façon très similaire. Ces lois, c'est quoi? C'est la préservation de l'unité, c'est la préservation de l'indépendance, c'est la préservation de l'intégrité du territoire, c'est surtout la préservation du bien commun face à tous les facteurs de division, face aux éternelles forces de dissolution. Comment la France s'est constituée? Par une lutte incessante des rois capétiens contre ce qu'on appelait les féodaux, mais contre les facteurs de division. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée au Maroc, jusque d'ailleurs à l'époque la plus récente, puisque il y a eu un homme qui s'appelait le Glaoui de Marrakech, qui contrôlait les routes qui allaient vers la mer, et il rançonnait les caravanes et les voyageurs. Mais c'était un féodal, et donc ce Glaoui a
été l'un des derniers représentants de ces forces de dissolution qui sont toujours néfastes. Et nous, rois de France, ont toujours combattu contre ces forces de dissolution, contre ce qu'on appelle les féodalités. Et c'est une lutte qui est toujours à recommencer, parce que les féodalités d'hier, elles sont peut-être tombées, mais il y a des féodalités aujourd'hui qui représentent les mêmes facteurs de division. Et puis, on peut se demander aussi si le communautarisme, qu'on appelle le communautarisme, tout ça, n'est pas de nouvelles formes en tous les cas, sinon de féodalité, mais en tous les cas des forces de division, des forces qui s'opposent à ce qu'est l'idée essentielle de la construction, de la vie et de la pérennité d'une nation, qui est l'unité. L'unité, c'est tout de même le fondement de l'existence d'une nation. Et je crois que avec l'unité, c'est le bien commun, c'est-à-dire ce qui s'oppose aux intérêts particuliers. Ça, c'est une vieille leçon d'Aristote, de Thomas d'Aquin, de Jean Bodin, des légistes royaux du Moyen-Âge. C'est aussi une vieille leçon des grands penseurs de l'islam, qui, notamment les chefs des écoles juridiques, que ce soit Shafi'i, que ce soit Malik, que ce soit Ibn Hanbal, qui aussi, de la même façon d'ailleurs, privilégient le bien commun face aux intérêts particuliers. Et la lutte contre les intérêts particuliers, contre les sectes, contre les groupes, contre qui soient idéologiques, qui soient financiers, qui soient sexuels maintenant, tout ça, est une lutte toujours à recommencer, parce que c'est là les facteurs de division essentiels qui nient le bien commun. Lorsque les intérêts particuliers s'imposent, lorsque les intérêts particuliers et égoïstes se font entendre d'une façon trop bruyante, eh bien c'est le bien commun qui recule, c'est l'unité qui recule, et par là même c'est l'intérêt national et c'est la nation qui est menacée. Ça c'est la leçon essentielle qu'a bien comprise le roi Mohamed V, et on le voit dans toute l'application. Alors il y a toute une partie de sa vie qui consiste à dire, à revendiquer l'indépendance de son pays, qui était inscrite dans les faits, puisque ce pays était sous protectorat. Protectorat, ce n'est pas une colonie. Hein. Nous ne sommes pas du tout dans la situation de l'Algérie, l'Algérie qui est d'ailleurs une invention française. Là, il y avait un Maroc, une vieille nation, avec lequel d'ailleurs nous avons eu des relations historiques anciennes, puisque le roi Louis XIV appelait le sultan du Maroc son cousin. Donc, nous sommes totalement dans une autre configuration que celle de l'Algérie dont vous parliez tout à l'heure. Là, nous avons une nation, et cette nation a aspiré légitimement à son indépendance, et ça a été la première lutte du roi Mohamed V. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'une fois qu'il a arraché l'indépendance, qui était d'ailleurs soutenu et par le comte de Paris, et par le général de Gaulle, et par un certain nombre de gens, enfin, alors que c'était plutôt la gauche qui était hostile, parce que les milieux coloniaux les plus obscurantistes étaient liés aux forces maçonniques de Paris, et c'était eux qui étaient les plus opposés à ce que les choses évoluent dans le sens dans lequel elles devaient évoluer. Une fois qu'il a eu arraché l'indépendance, ce qui est très intéressant, c'est de voir la réaction qui était celle du roi Mohamed V, qui avait d'ailleurs appelé à la lutte contre l'Allemagne nazie en 1939 aux côtés de la France, alors que les Allemands lui avaient proposé de passer de leur côté pour lui dire c'est une bonne occasion de vous débarrasser des Français. Il leur avait claqué la porte à la figure en leur disant je ne mange pas de ce pain sale. Et dès l'indépendance, il a dit eh bien maintenant nous devons oublier tout ce qui a pu nous diviser. D'abord entre Marocains, puisqu'il y avait quand même des gens qui avaient pris le parti de la France, et puis surtout vis-à-vis de la France, il a dit la France est notre amie, la France doit le rester, et nous devons donc tourner cette page pour construire avec la France une relation nouvelle qui sera une relation d'amitié et de coopération. C'est exactement le contraire de ce qui s'est fait en Algérie, où il y a eu une sorte de fanatisme anti-français qui a été entretenu par les gens qui ont pris le pouvoir après l'indépendance, et qui étaient des gens qui n'avaient aucune légitimité pour le prendre, y compris d'ailleurs sur le plan même de ce qu'ils appellent la résistance, puisque les gens qui avaient vraiment résisté ont été liquidés méthodiquement par les gens qui ont pris le pouvoir en 62. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des lycéens d'Alexandre Preval. Nous écoutons en ce moment même Charles Saint-Pro
auteur d'un Mohamed V ou la monarchie populaire. Alors merci beaucoup Charles Saint-Preux pour ces premiers développements. Je voudrais, pour commencer, parce que vous avez parlé de l'unité comme étant une des lois politiques fondamentales de la politique marocaine, comme pour la politique française. On voit ce qu'il en est en France de cette unité, mais on ne va pas en parler maintenant. Je voudrais vous poser une question qui est liée à l'actualité, parce que concomitamment, à la sortie de votre livre sur Mohamed V, est sorti un autre livre sur un monarque marocain. Comment dire ça? Qui a eu, lui, beaucoup plus de couverture médiatique que le vôtre, malheureusement, et qui est une attaque à charge contre la monarchie. Je ne sais pas si vous voyez de quel livre je veux parler. Et qui est, lui, un facteur de division. Et je trouve très étonnant que ces facteurs de division soient médiatisés, alors que votre livre, qui est quand même à la fois un très bon livre au plan historique, mais en même temps un appel à conserver cette unité, cette indépendance, des valeurs qui transposées au Maroc sont tout à fait les nôtres pour la France, et donc on comprend parfaitement et très légitimement. Comment vous pouvez expliquer justement que ces facteurs centrifuges? C'est très simple. D'abord, le livre dont vous parlez, c'est pas la peine de le lire, parce que c'est le livre qui paraît chaque année. Chaque année, les mêmes groupes, les mêmes cercles. Vous notez que je ne donne même pas le titre, c'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine, parce que il suffit d'en lire un au hasard, vous les aurez tous lus, ils disent tous la même chose, ce sont les mêmes organisateurs qui sont derrière, les mêmes financiers qui sont derrière, et c'est toujours le même groupe qui raconte les mêmes histoires. C'est, disons, le livre annuel contre le Maroc et contre sa monarchie, puisque les ennemis du Maroc savent très bien que c'est la monarchie qu'il faut abattre pour abattre le Maroc. Alors, il est clair que, écrit par des gens qui font partie d'une certaine idéologie, qui est l'idéologie trotskiste en grande partie, même si ils ont trouvé en l'occurrence un prête-nom d'un monsieur qui était attaqué dans le monde il y a 20 ans parce qu'il faisait des livres à la gloire du roi Hassan II, et qui aujourd'hui le monde encense en disant qu'il est très clairvoyant en crachant sur le roi Mohamed VI. Mais ce monsieur n'a aucune crédibilité, justement. Mais autrement, les cercles qui sont derrière tout cela sont les mêmes cercles idéologiques, notamment trotskistes d'ailleurs, qui ont bien entendu beaucoup de relais en France, y compris dans les médias d'État, la radio, la télévision française, un certain nombre de chaînes qui sont spécialisées dans ce genre de choses, et donc bien entendu ils trouvent tout l'écho nécessaire de ce côté par leurs amis idéologiques qui sont beaucoup plus puissants qu'on ne le pense. Mais ça, je pense que ça c'est un gros problème de la droite française, c'est d'avoir toujours mais sous-estimer l'influence de certains cercles, de certaines idéologies dans les médias, et le contrôle que ces cercles, ces idéologies exercent sur les médias. Et je dis notamment les médias d'État, c'est-à-dire des médias qui sont quand même payés par le contribuable, ne l'oublions pas. Le dit contribuable, qui n'est pas forcément trotskiste ou qui n'est pas forcément d'extrême gauche, pourrait s'étonner que chaque matin on lui crache dessus copieusement, étant payé avec son argent, ou en tous les cas une partie de son argent. Mais ça, c'est une réflexion à part. Alors, Charles Saint-Preux, avant de laisser Antoine Keller vous questionner, j'ai une question, ou une remarque plutôt d'un auditeur, qui nous dit que vous prétendez que la France a toujours eu de bonnes relations avec le Maroc. Vous ignorez l'histoire, car dans la période récente, nous avons exilé le roi du Maroc. Ce n'est donc pas le parfait amour. Il y a eu des conflits dans le passé. Oui, non, mais je parle en temps long, je ne parle pas en circonstances conjoncturelles. Quand je dis parfaite, en fait, il y a toujours une amitié franco-marocaine. C'est dans le temps long, c'est depuis des siècles, et puis dans des passés plus récents aussi, où le Maroc a apporté un soutien à la France dans des temps difficiles, et où la France apporte un soutien constant au Maroc, notamment
sur l'affaire du Sahara marocain. Vous savez que depuis le milieu des années 70, l'Algérie et le bloc de l'Est ont inventé un mouvement séparatiste de la province du sud du Maroc, qui est le Sahara dit occidental, et la France a toujours soutenu l'unité du Maroc et les solutions proposées par le Maroc pour mettre fin à cette crise. Alors, qu'il y ait eu, bien entendu, dans toute amitié, il y a des périodes où ça tangue, et il est clair que la tentative de la 4e République, dont on connaît la sagesse proverbiale et qui ne nous paie jamais une erreur, d'exiler le sultan et de le remplacer par un imposteur, a été un moment peu glorieux de la part d'un pays qui était chargé de protéger l'État et la monarchie marocaine, car le protectorat c'était cela, c'était aider la monarchie marocaine à reprendre de la force pour restaurer le pays. Ça consistait pas à la foutre dehors. Hein. Bon, donc bien entendu, il y a eu peut-être cette période qui a, entre la 4e République et le sultan du Maroc, a été un peu difficile. Mais c'était la 4e République qu'on ne peut pas du tout faire coïncider vraiment avec la France, et cette affaire a tourné à la confusion de ceux qui avaient imaginé ce complot qui était tout de même assez dérisoire, puisque ça a été le retour en grande pompe du roi du Maroc au Maroc, justement, et la proclamation de l'indépendance. Mais là où votre auditeur a tort, c'est de faire privilégier le conjoncturel par rapport à ce qui est essentiel. Car ce qui est essentiel, c'est qu'après l'indépendance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le roi, Mohamed V, est-ce que le Maroc crache sur la France? Est-ce qu'il refuse une coopération avec la France? Est-ce qu'ils mettent dehors les Français qui sont installés au Maroc? Est-ce qu'ils prennent la moindre mesure anti-française? Non, bien au contraire. Le roi du Maroc dit la France est notre ami, les Français du Maroc sont chez eux, ils peuvent le rester, et d'ailleurs ils y sont restés pour beaucoup d'entre eux. Et donc c'est ça qui est essentiel, c'est de voir que par-delà un différend passager, il y a une amitié très réelle. Et aujourd'hui, comment ne peut-on pas voir que face à une Algérie dont le régime, je ne parle pas des gens qui sont probablement de braves gens, mais dont le régime cultive un esprit anti-français systématique et qui, pour se justifier lui-même, puisqu'il n'est pas légitime, ce régime qui a tué tant d'Algériens, qui a provoqué des guerres civiles et qui vole son pays d'une façon éhontée, eh bien, pour se justifier lui-même, fait dans l'anti-France systématique et le plus ridicule. Bon, une Tunisie qui va à volo, un Maghreb qui est quand même en plein désarroi, une Égypte où on ne sait pas où elle va. Comment ne pas voir que le Maroc, stable grâce à sa monarchie, ouvert, tolérant, est un pays avec lequel la France a bien entendu le plus grand intérêt à consolider sa relation, à apporter son soutien et à le considérer comme ce qu'il est, c'est-à-dire un ami sûr et loyal. Alors, Charles Saint-Pro, je vois Antoine Keller qui trépigne dans le studio de Radio Courtoisie et je lui cède donc la parole. Merci Alexandre. Pardon, je vous rappelle que nous parlons de Mohamed V ou la monarchie populaire, ouvrage de Charles Saint-Pro qui est avec nous dans le studio. Alors vos remarques ont répondu à déjà beaucoup de mes questions. Donc la première chose qui m'a marqué, ce que j'ignorais, c'est tout de même la différence majeure du Maroc et de ses voisins, ou de nos anciens protectorats ou de nos anciennes colonies, qui est un Maroc millénaire, une monarchie, et la présence très forte de l'islam dans la construction de la nation marocaine. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le rôle de la France et la différence tout de même radicale entre la période que pouvait évoquer Antoine Assaf avec la monarchie française pour le cas de l'Algérie, et qui est avec des monarchistes français comme Lyotet, et le rapport dans un rapport plus catholique social au protectorat. Lyotet qui disait qu'au final la présence de la France devait déboucher vers une indépendance. Mais malheureusement, ils ont été déboutés par le cartel des gauches et le retour des radicaux de gauche et de la franc-maçonnerie au Maroc et du lobby colonial. La présence très forte de la France et de sa modernisation, les réseaux routiers,
et également le recul de l'amélioration des conditions sanitaires très importantes. Et mes questions seraient au fait sur la présence de l'islam au Maroc. Vous parlez d'un islam modéré, de l'islam au Maroc. Ma première question serait comment est-ce qu'on peut considérer cet islam par rapport à ses voisins et quel est je crois qu'il y a des courants au sein déjà en France du Conseil du culte musulman, la présence du Maroc et de cet islam modéré que vous définissez. Et deuxième question qui serait, à mon sens, en lisant ce livre, je me rends compte qu'on a peut-être plus déjà davantage politique, économique, à développer des relations bilatérales avec le Maroc ou les pays où nous avons un certain ancrage, en dehors d'une zone géographique, qu'avec certains pays d'Europe et l'Union européenne. On a vu l'Union pour la Méditerranée, qu'en est-il? Donc voilà, mes deux interrogations principales après lecture de cet ouvrage. Oui, vous avez parlé de Lyotet, vous avez bien fait, parce que Lyotet était, comme chacun le sait, un monarchiste, qui faisait une application stricte du traité du protectorat, qui consistait justement à considérer que c'était une nation, un État qu'il fallait redresser, aider à se redresser. Et il y a eu d'ailleurs une action constructive de la France, il ne faut pas l'ignorer. Au niveau des infrastructures, des constructions sanitaires aussi, vous le dites. Vous savez qu'il y avait il y avait un sous-protectorat concédé à l'Espagne qui a laissé le Maroc en pleine déshérence. Bon, faut dire que être occupé par quelqu'un qui est encore plus pauvre que soi, c'est pas un cadeau. Mais la France a fait beaucoup de choses pour aider le Maroc justement à se moderniser, ça c'est incontestable. Pour ce qui concerne l'islam, le Maroc est un pays musulman, ça c'est clair, hein, et il s'est fondé autour de l'idée d'abord, il s'est fondé sur deux choses. Il s'est fondé sur le fait que le roi, et le premier roi du Maroc, Idriss, qui était un arabe, qui venait de la péninsule, s'est marié avec une princesse berbère. Et donc, il y a eu déjà cette conjonction nationale entre les deux principaux peuples peuplant le pays. Ce qui fait qu'on n'a pas au Maroc ces problèmes qui peuvent exister en Algérie avec les Kabyles et autres. Même si certains essayent de les favoriser, mais ça ne marche pas parce qu'il y a une telle osmose. Bah. Et puis, il a choisi, c'était un descendant de Ali, ce Idriss. Et à l'époque, on est quand même au 8e, 9e siècle, il y a déjà la dissidence chiite qui a commencé qui est d'ailleurs politique, qui n'est pas religieuse. Bon. Mais pour justement marquer le fait qu'il s'inscrit dans la pleine orthodoxie, il a adhéré à l'école malikite. Et l'école malikite, qui est une école particulièrement intéressante, parce que c'est celle qui a toujours combiné la tradition, mais la tradition dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire une tradition active, dynamique, et l'ouverture. On a en fait au Maroc ce phénomène d'une monarchie qui a développé un islam dont elle est commandeur des croyants, puisque le roi est commandeur des croyants, c'est-à-dire qu'il est le chef suprême de l'islam, mais c'est aussi une fonction politique, il ne faut pas l'oublier. Et donc, au Maroc, c'est le roi qui est en charge de l'islam. Ce qui ne laisse pas une grande marge de manœuvre aux groupes qui essaieraient d'annexer l'islam, comme c'est le cas dans d'autres pays. Vous comprenez bien qu'un type qui arrive au Maroc et qui crée un parti dit islamiste ou qui des tendances qui se réclament de l'islam qu'ils ne comprennent pas, qui sont souvent bien déformées, a peu de légitimité face au roi qui est très précisément à la fois descendant du prophète Mohammed et commandeur des croyants. Ce qui fait que par l'existence même de la monarchie et de la force de la monarchie, le Maroc est plus préservé que d'autres du risque des déviations extrémistes que l'on peut déplorer par ailleurs. Et c'est une raison de plus d'ailleurs pour soutenir cet État marocain, cet État monarchique, parce que il inscrit donc son pays dans l'islam du juste milieu, dans l'islam de la modération. Par exemple, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est le statut de la femme.
le roi a fait adopter quelque chose qui s'appelle la Mudawana, qui est un nouveau code de la famille. Quand je dis il l'a fait adopter, il l'a imposé. C'est-à-dire que les partis politiques et les forces les plus engluées dans un conservatisme obscur, tout ça, étaient totalement opposés. Et c'est le roi, en tant que commandeur des croyants, qui a imposé ce statut de la femme et qui a fait évoluer les choses. Ah oui. Alors, Antoine Assaf, je crois que vous aviez une question pour Charles Saint-Preux, ou une remarque plutôt. Et j'ai pas eu malheureusement le livre avant, mais je regardais la tâche un peu très dense que vous avez faite, qui me paraît vraiment essentielle pour comprendre cette monarchie constitutionnelle. Et tout à l'heure, dans ma chronique, je mettrai entre guillemets oriental, parce que je souhaite dans ces chroniques révéler un Orient qui de plus en plus s'efface, c'est-à-dire ces chrétiens d'Orient, ces minorités que le printemps arabe écrase. Et pour répondre à un des auditeurs, il ne s'agit pas de faire de l'orientalisme facile et de dire que Mohamed Merah a été mal éduqué en France, c'est la faute des Français. Vous vous trompez, cher ami, je vous réponds, je dis tout simplement, et avec l'appui de ce livre que Charles Saint-Preux a appelé Mohammed V, bien sûr, en respectant l'orthographe du nom du Coran de Mohammed, parce que les accents ont un sens, c'est que les monarchies qui ont un roi avec la figure familiale et paternelle, en Orient on dit tribal, la France a connu ces monarchies. J'ai voulu évoquer une époque oubliée des rois de France, où ils étaient en Algérie, quand Tocqueville a été envoyé pour dire que la France a comme monarchie, a trouvé une solution, une politique que le Maroc, aujourd'hui, en tant que monarchie constitutionnelle, arrive à trouver. Donc, j'ai reproche à l'éducation laïciste, qui oublie les valeurs spirituelles, qui les déforme, de s'adresser à des musulmans qui n'ont rien à faire avec cette éducation et qui n'ont rien à faire même avec la laïcité. Donc ces lycées publics ne peuvent pas former, alors que les missions chrétiennes, que les moines que j'ai cités, comme Charles de Foucauld, Lavigerie, n'oubliez pas, Charles de Foucauld a écrit la grammaire touareg. Lavigerie a construit ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, et aujourd'hui, même les écoles chrétiennes qui sont en Constantinople forment l'élite des Turcs de Constantinople. Donc, c'est un échec de ce côté, et sans aucune honte, je me réclame de ma foi chrétienne et de l'éducation chrétienne, et je dis qu'il faut que la France aujourd'hui regarde ce que l'éducation chrétienne a donné à ce pays et ce que les rois ont donné de mieux. Je n'appelle pas à renverser le régime des coups d'État, je dis la monarchie française a eu une sagesse égale à celle que décrit Charles Saint-Preux dans son livre de la monarchie constitutionnelle, d'où le printemps arabe, d'ailleurs, n'a pas touché, n'est-ce pas, Charles Saint-Preux, de la même manière ce pays. Voilà. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas eu de printemps arabe. D'abord, je pense que le printemps arabe, c'est quand la Palestine sera libérée, lorsque l'Irak sera libéré de la double invasion américaine et iranienne, et donc les misérables entreprises de la CIA en Tunisie et en Égypte ne constituent pas réellement un printemps arabe, mais ça serait tout un sujet à faire. Tout ça a été orchestré, a été manipulé d'une façon totalement bien faite, et en dupant tout le monde. On n'a tout de même pas imaginé que ce sont quelques jeunes démocrates derrière leur Internet qui ont renversé M. Ben Ali ou le président Moubarak. Non, il faut tout de même être sérieux. Bon, en revanche, dans la reconstruction de ces pays ou dans les désordres qui ont lieu dans un certain nombre de ces pays, il y a un facteur de solution qu'on oublie toujours, qui serait peut-être un retour à la monarchie pour certains pays. Je pense à la Libye, je pense à l'Afghanistan. L'Afghanistan a eu pendant des siècles, enfin aussi c'est un État-nation autour d'une monarchie nationale qui était très solide, qui avait fait l'existence de l'Afghanistan, et peut-être que ça aurait été une solution à laquelle on aurait pu penser. Je pense au Yémen. Le Yémen est une très vieille nation de 12 siècles qui s'est constituée autour de ses imams, enfin de ses monarques et tout ça, et voilà peut-être des solutions auxquelles on aurait pu penser plutôt que de tendre vers je ne sais quel système plus ou moins calqué d'un Occident où ça ne marche pas si bien que ça non plus. Hein. Bon, donc on s'aperçoit d'une chose, c'est que ceux qui résistent le mieux à toutes ces crises sont les monarchies. Et pourquoi? Parce que peut-être
peut-être parce que ce sont les régimes qui sont le plus en phase avec leur peuple, avec tout le peuple, et puis que ce sont peut-être ceux qui sont les moins totalitaires.